Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle émission de la Mondialette. Merci beaucoup d'être avec nous et c'est une émission spéciale que nous vous proposons au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre la Russie sur le score de 3-1 puisqu'on a l'honneur de recevoir sur notre plateau Monsieur Bernard Pardo. Bonjour Bernard Pardo, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Donc je rappelle que joueur, vous avez joué dans des clubs comme Lille, l'AS Saint-Etienne, Marseille, le Paris Saint-Germain, Sporting Club de Toulon ou encore les Girondins de Bordeaux. Vous comptez 13 sélections en équipe de France et avec Léo Causion et Bernard Pardo, nous allons débriefer bien sûr la victoire de l'équipe de France hier. Nous parlerons aussi de la saison réalisée par les hommes de Rudy Garcia de l'Olympique de Marseille. Et enfin, nous finirons avec le confessionnal de la Mondialette où Bernard Pardo nous donnera des anecdotes sur sa carrière. Donc messieurs, l'équipe de France s'est imposée hier en Russie sur le score de 3-1. Bernard Pardo, vous avez vu le match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Français? Je pense que c'est pas, on va pas dire que c'est un match référence. Je crois qu'on a quand même, il fallait gagner. Il fallait gagner à tout prix, mais bon, au vu du match, au vu de l'opposition, même si on sait que les matchs amicaux sont ce qu'ils sont, c'est relativement particulier parce qu'en ce moment, on est dans une période charnière, personne ne veut trop se livrer pour ne pas être blessé à la fin de saison. Il y a trop des gros objectifs, pardon. Mais bon, je trouve que c'est quand même poussif, quoi. Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Les joueurs disputent beaucoup de matchs en ce moment. Enfin, quand on compare les sélections, on voit un Paul Pogba qui a seulement 25 ans, qui a déjà 50 sélections. C'est vrai que les matchs amicaux se multiplient en sélection nationale. On sait qu'il y a déjà encore beaucoup de joueurs qui sont investis en championnat, qui luttent pour peut-être la Ligue des Champions, pour un titre. D'autres qui sont encore engagés dans des compétitions internationales, la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de joueurs, on a vu pour l'exemple, si on cite comme exemple Florian Thauvin qui a subi un peu cette surcharge de travail et qui du coup est indisponible pour une durée de 10 à 15 jours. C'est vrai que cette accumulation de matchs comme ça, c'est un peu problématique pour les joueurs justement dans cette période un peu charnière. Mais c'est à cause de vous et grâce à vous. Parce que bon, finalement, c'est la télé qui veut ça et on est obligé de rentrer dans ce contexte-là, dans la mesure où le sponsoring est énorme, donc les droits télé sont énormes. Et donc effectivement, c'est vrai que les joueurs jouent beaucoup, mais bon, quand vous me parlez de Pogba tout à l'heure, peut-être qu'il a 50 sélections, mais il a fait 10 matchs cette saison. Donc c'est des gens qui doivent être là, qui doivent être présents, qui doivent pousser le groupe. Paul Pogba, c'est un joueur quand même qui a été beaucoup critiqué, notamment lors de la défaite contre la Colombie la semaine dernière sur le score de 3-2. Est-ce que vous comprenez les critiques sur Paul Pogba? Parce on critique certaines fois des gens parce qu'on attend beaucoup plus de ces personnes-là. C'est vrai que Paul Pogba est parti en flèche, il a fait une super saison à la Juve. Donc là, pour lui, je pense que c'est... Bon, il est très jeune, encore il est très jeune. Donc... Mais bon, on l'a vu avec tellement de qualité qu'on souffre de le voir dans ces conditions-là. Dans la mesure, il ne peut pas être bien dans sa tête, ce garçon. Il est rentré en conflit avec Mourinho et on sait que c'est très très grave de rentrer en conflit avec Mourinho parce que c'est un gros manipulateur. Et je pense qu'il devrait faire attention et se remettre lui en question et essayer de jouer parce que bon, Mourinho est très très fort et il a brisé beaucoup de joueurs. On le voit, Paul Pogba, c'est quelqu'un. Paul Pogba, c'est un but et une passe décisive hier. C'est justement, c'est sur une passe, sur un but, c'est un petit peu comme Dimitri Payet à l'OM, même s'il n'est pas forcément en forme, même s'il n'est pas forcément dans sa meilleure forme, sur une passe, sur une frappe, on voit qu'il est capable de débloquer des situations. Et c'est vrai que quand il est à son meilleur niveau, c'est le niveau auquel on espère le voir à la Coupe du Monde. Parce que c'est justement un peu l'élément déclencheur de cette équipe de France. Mais j'en conviens, mais le problème c'est quand il ne fait pas cette passe et il ne marque pas ce but. Le match d'avant, il n'a pas fait cette passe et il n'a pas marqué le but. Donc, c'est vrai que quand on fait la balance, et malheureusement, on est jugé au match. En équipe de France, tu es jugé au match. C'est pas comme un club où tu fais une saison où il y a 38 matchs, où il y a les matchs de coupe. Voilà, le problème c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu une surmédiatisation aussi autour de lui suite à son transfert et il a coûté beaucoup d'argent. C'est vrai que peut-être qu'on attend beaucoup trop de lui. Mais je crois qu'on s'est un peu évadé aussi, on est parti un peu sur des bases parce que je crois qu'il faut revenir à des valeurs réelles. C'est pas parce que le joueur vaut très cher que c'est un monstre, parce que maintenant quand on voit la surenchère, quand on voit les droits télé que touchent les clubs anglais, je crois que celui qui est monté de deuxième division en première ligue, c'est en Angleterre, a touché plus que le PSG, je crois. Monaco, donc la donne est faussée. Et ils se permettent de payer des joueurs, mais ce n'est pas pour ça que ce sont de très grands joueurs. Donc il ne faut plus trop se baser sur la somme des transferts. Et ne trouvez-vous pas que l'équipe de France manque de tauliers Je crois que ça, c'est au grand désespoir de Didier Deschamps. Mais moi, je vais vous faire une constatation qui, pour moi, est essentielle. Quand on voit les grandes nations, qui sont l'Espagne, qui sont l'Allemagne,
qui sont Espagne, Allemagne et Italie, ils ont tous trois une ossature de club. Quand on parle de l'Italie, on a la Juve Naples. Quand on parle de l'Allemagne, on a Dortmund Bayern de Munich. Quand on parle de l'Espagne, on a Real Barcelone. Donc déjà, l'entraîneur a 50% de la chose faite dans la mesure où il a 5-6 joueurs de chaque équipe qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui ont des automatismes. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, nos joueurs sont éparpillés dans toute l'Europe et en 15 jours, il est relativement difficile à Deschamps. Je crois que ça sera plus intéressant de voir cette équipe jouer au bout d'un mois de préparation que maintenant. Est-ce que c'est pas justement un petit peu, entre guillemets, de la faute, justement, peut-être c'est pas du devoir du Paris Saint-Germain ou de l'AS Monaco, voire même de Lyon et Marseille, d'essayer de rapatrier peut-être le maximum d'internationaux français? Je ne sais pas, ils ne se positionnent pas là-dessus, parce que quand ils se positionnent sur un transfert, c'est que des joueurs étrangers. Donc c'est vrai qu'en France, on a de très très bons joueurs, malheureusement, on a du mal à les garder. Et vous les voyez aller loin, l'équipe de France, à la Coupe du Monde en Russie? Je pense que je connais très très bien Deschamps parce que je l'ai fréquenté pendant beaucoup d'années. Je pense que c'est un garçon très très méthodique. C'est un garçon qui doit souffrir en ce moment parce qu'il n'arrive pas à poser son groupe et à poser son équipe. Et ce qui lui manque profondément, ce que nous étions tous les deux, c'est un meneur. Pour ce groupe-là, il n'arrive pas à trouver de leader. Mais malheureusement, ça ne se fabrique pas. C'est tu es leader ou tu n'es pas leader. Et là, Deschamps n'arrive pas, même s'il a N'Golo Kanté, s'il a des Matuidi, qui sont des besogneux, des très bons joueurs, mais il voudrait des leaders par la voix, des leaders peut-être une équipe qui trop jeune. reboostent l'équipe. Ah, ça, il est certain que nos talents sont très jeunes. Sont très très jeunes. Mais bon, on sait que maintenant, on ne laisse pas trop mûrir les joueurs. Il faut qu'ils arrivent vraiment à maturité très très vite. Antoine Griezmann, qui lui-même est un leader technique et tactique, n'est peut-être pas justement le leader par la voix qu'on entend, mais qui est-ce qui pourrait remplir ce rôle justement, peut-être de ceux qui n'ont pas été appelés, parce que on pense aussi, je pense que ceux qui ont marqué des points, c'est surtout ceux qui n'étaient pas là pendant cette convocation, cette sélection. Ouais, mais ça fait pas. Malheureusement, on n'a pas, dans le bagage du joueur français actuellement, on n'a pas de joueurs qui ont cette qualité-là. On a énormément de joueurs de tempérament au milieu de terrain, N'Golo Kanté, comme je disais, Matuidi, même Rabiot. Mais bon, Rabiot c'est encore particulier parce que pour moi, il y a un gros souci avec Rabiot. C'est compliqué. Mais on n'a pas le profil de ce garçon-là et aux grandes dames de Deschamps parce que je sais que Dédé, lui, veut un joueur comme ça. Il veut un joueur qui joue devant sa défense, qui soit fixé devant sa défense pour pouvoir à ses latéraux monter et avoir toujours une sentinelle devant. Ça, c'est ce qui plaît à Deschamps et pour l'instant, il a du mal à le trouver. Il a trouvé N'Golo Kanté par le jeu, mais il ne le trouve pas par la voix et par Tolisso occupe un petit peu ce rôle aussi au Bayern de Munich, de jouer un peu justement devant la défense. Oui, mais après, bon, il y a pléthore de joueurs, mais bon, il n'arrive pas à trouver le bon mix. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier, que pendant le mois de préparation, je pense que déjà on aura plus de facilité. Il est en Russie, il sera un peu plus loin et il aura plus de facilité à travailler. Il a un mois de préparation. Avec un mois, on peut faire plus de choses. On clôt cette rubrique équipe de France et on va maintenant parler de la saison réalisée par l'Olympique de Marseille, par les hommes de Rudy Garcia. Donc l'OM est troisième de Ligue 1 et affrontera Dijon, ça sera dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de la saison réalisée par l'Olympique de Marseille, Bernard Pardo? Je crois que c'est une très bonne saison. C'est une très bonne saison parce que bon, quand on a attaqué la saison, le début de saison, on était un peu penaud. On était quasi certain de finir dans les 5 premiers. Mais bon, je pense qu'on ne s'était pas vu deuxième ou troisième à la trêve. Et je crois il faut souligner le travail de Garcia parce que je crois qu'il a été décrié au début quand il est arrivé. Notamment les défaites contre Monaco, contre Rennes. Voilà, mais après il faut savoir, on sait que Marseille c'est une ville particulière. Enfin, il faut connaître Marseille et je pense que si on ne le laisse pas travailler parce qu'il parlait déjà en début de saison de le changer. Mais comment vous voulez qu'un entraîneur il travaille et il prépare un groupe s'il n'a pas le temps de travailler? C'est difficile. C'est difficile. Bon, on sait que Marseille il y a beaucoup d'exigences parce que le public, c'est un public de connaisseurs. Il a vu tellement de grands joueurs, tellement de belles équipes qu'il connaît le football. Donc c'est ce qui est un peu difficile pour les entraîneurs. On peut pas les leurrer parce qu'ils connaissent le football. Et l'OM a perdu contre Lyon sur son dernier match. Donc les Lyonnais sont revenus à 2 points de l'Olympique de Marseille de la 3e place. Ça va être difficile de finir 3e pour l'OM alors qu'ils sont encore en course en Europa League. Non, parce que je crois que ce groupe... Bon, ce qui est un peu chagrinant, c'est que Thauvin soit blessé. Ça, c'est compliqué parce que Thauvin était celui qui traînait le groupe vers le haut. D'ailleurs, on voit que quand il est un peu moins bien, ça va un peu plus mal.
Bon, pour revenir sur le match de Lyon, moi je pense que la victoire lyonnaise, malgré qu'ils aient dominé, s'est construite sur une erreur d'arbitrage. Parce que bon, il n'y a pas hors-jeu de Mitroglou part au but, il siffle hors-jeu, relance du gardien, but. Après, c'est vrai qu'on doit être un peu plus attentif dans les derniers moments. C'est vrai que deux têtes des attaquants lyonnais, nos défenseurs relativement laxistes là-dessus, qui sont bons de la tête d'habitude. Mais c'est pas vraiment que Lyon. Je crois qu'on a des difficultés contre les 4 premiers. Sur ce match-là, on a vu un retour en forme de Kostas Mitroglou, notamment, qui a été buteur. Est-ce qu'il peut être l'homme providentiel de cette fin de saison, justement, si la blessure de Thauvin vient à se prolonger ou si l'OM peinait un peu à trouver un leader? Je crois qu'on sait qu'un avant-centre, c'est relativement particulier, parce qu'un avant-centre, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Malheureusement, il est arrivé à Marseille, on lui a demandé de marquer de suite, ce qu'il n'a pas fait, et donc on n'y a pas trop laissé le temps de travailler. Mais moi, je me souviens d'avenir dans le passé, quand je jouais, il y a des gens comme Papin qui étaient sifflés, il y a des gens comme Waddle qui étaient sifflés, qui sont devenus les idoles de ce stade. Donc je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Dire que Mitroglou c'est un phénomène, ça non, on ne peut pas le dire. Mais quand même c'est un garçon qui doit marquer des buts, puisqu'en Grèce on voit qu'il a une aura terrible. La Grèce est quand même un pays de football. Il a joué au Portugal. Au Portugal il a marqué des buts aussi, malgré que le Portugal c'est 2-3 équipes et les autres c'est vraiment un panier de crabes. C'est pas pour dénigrer le championnat portugais. Mais bon, il a marqué des buts, donc je pense qu'il peut nous rendre service. Et qui est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison selon vous? Pour moi c'est Thauvin. Et Mandanda. Je prie m'excuser, on ne pense jamais assez au gardien, mais je crois que Mandanda est énorme. Énorme. Pour moi, je ne comprends pas que Didier ne l'ait pas fait jouer hier déjà, parce qu'il mérite de jouer. Sur des matchs amicaux, si tu ne fais pas jouer, c'est vraiment compliqué. Luis Gustavo, vous avez peut-être une explication sur sa petite baisse de régime ces derniers temps? Luis Gustavo est un joueur âgé. C'est un joueur qui a joué dans des championnats durs, qui a joué au Brésil, qui a joué en Allemagne. En Allemagne, les joueurs donnent beaucoup. C'est beaucoup plus physique qu'en France. D'ailleurs, il a pris énormément de cartons. Pourquoi? Parce que le jeu allemand est beaucoup plus physique, les arbitres sifflent moins. Nous, en France, il a été surpris, il a pris des cartons. Après, c'est un garçon intelligent. Il a adapté son jeu parce qu'il a vu que l'arbitrage ne lui convenait pas du tout, quoi. Et justement, l'OM aura peut-être besoin justement de ce Luis Gustavo qui a porté sur certains matchs l'OM. Et on sent que quand Luis Gustavo est moins bien, l'OM vacille un peu et a peut-être plus de mal, comme notamment sur la fin de match à Lyon. Mais il est peut-être plus à l'aise quand il joue à deux défensifs, quand il y a Anguissa à côté de lui, on voit qu'il est beaucoup plus performant. Pourquoi? Parce qu'Anguissa reste plus sentinelle devant la défense. Tandis que quand il n'y a pas Anguissa, il faut que Gustavo reste lui devant la défense. Alors qu'il aime bien quand même franchir une ligne. Alors c'était une erreur de Rudy Garcia peut-être de mettre Maxime Lopez Il ne faut pas parler d'erreur parce que nous on voit de l'extérieur, lui il voit son groupe de l'intérieur. Donc peut-être qu'il a senti que c'était le moment de jouer contre Lyon et tout. Donc, et peut-être sanctionner aussi Zambo Anguissa suite à sa sortie dans la presse. Ouais, après, c'est vrai que c'est un jeune joueur. Je pense qu'il faut arrêter avec ses déclarations. Ça fait 2 matchs qu'on fait des grosses déclarations, qu'on veut tout casser, puis on ne casse pas grand-chose. C'est comme la bagarre qui a eu en fin de match, il n'y a pas eu un coup de poing. Donc c'est beaucoup de palabres pour pas grand-chose. Et au-delà des individualités, Bernard Pardoe, c'est le collectif de l'OM qui fait sa force. Ben oui, je crois qu'il a... C'est un groupe parce on voit qu'il intègre des joueurs à des postes qui sont peut-être pas les leurs, mais qui jouent naturellement. Quand on voit Sarr qui joue à tous les postes, on voit Sakai qui lui aussi est vachement polyvalent. Je crois qu'il a un groupe. Il a un groupe et pour moi il en tire le 100%. Est-ce que justement cette régularité face aux petits clubs, hors du top 4-5 du championnat français, la régularité de Rudy Garcia qui fait pour l'instant le succès de l'OM, est-ce que justement ça vous laisse un peu plus confiant justement pour la suite de la saison? Oui, parce que bon, malgré qu'on ait perdu devant toutes ces équipes-là, on est quand même 3e en course pour quand on sait que la 3e place est quasiment qualificative d'office en Ligue des Champions, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai qu'on a bouffé un joker contre Lyon parce qu'on avait quand même 4 ou 5 points d'avance en faisant match nul. Tandis que là, on n'est plus qu'à un point de Lyon. Donc on a mangé un joker. Sans Hiro, peut-être hypothétiquement sans Hiroki Sakai qui est aussi incertain. Zambo Anguissa est incertain. Amavi est suspendu suite à 3 cartons jaunes en 10 matchs. L'absence aussi vraisemblablement de Florian Thauvin.
Vous faites confiance quand même à cet OM-là, justement, pour le match contre Dijon? Oui, il parle pas, dans la saison, ils nous l'ont prouvé. Je crois qu'il a fait des changements et on ne peut pas dire que les joueurs qu'il a fait rentrer à certains postes ont été mauvais. Non, je crois qu'il a un groupe qui s'adapte et qui ne rechigne pas à jouer. Les joueurs prennent les postes qu'on leur donne, ils sont contents de jouer, malgré que ce ne soit pas vraiment leur poste. C'est pour ça que je voulais vous parler de Rabiot tout à l'heure, j'en ai pas eu le temps. Rabiot, pour moi, ça ne me convient pas dans la mesure où tu as 24-25 ans, tu joues, le coach te le dit. Quand je vois qu'il refuse de jouer un sentinelle devant la défense, non. À cet âge-là, on ne refuse pas. Quand tu joues au Paris Saint-Germain pour jouer en Ligue des Champions, ou quand tu joues en équipe de France, on dit que tu vas jouer un sentinelle, tu joues un sentinelle. Autrement, pour moi, tu ne joues pas. Voilà, je voulais revenir à ça parce que c'est peut-être aussi justement cette capacité, cette force de Rudy Garcia justement à arriver à convaincre peut-être un joueur comme Bounassar, formé au poste d'ailier droit, à redescendre d'un cran pour son bien peut-être. Mais ça prouve la sainteté du groupe et la confiance que les joueurs ont en leur entraîneur parce que personne ne rechigne, personne ne dit ah non c'est pas mon poste, je ne vais pas jouer, je vais me mettre en danger. Les joueurs acceptent. Donc c'est qu'ils ont confiance en leur entraîneur et qu'ils sont bien dans leur tête. Ce groupe vit bien. On va maintenant passer à notre rubrique pour finir cette émission, le confessionnal de la mondialette. Bernard Pardo, dites-nous tout. Donc vous avez joué dans beaucoup de clubs, Lille, l'OM, le Paris Saint-Germain, la Saint-Etienne, Bordeaux, le Sporting Club de Toulon. Vous avez 13 sélections en équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous donner une anecdote marquante de votre carrière de joueur? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais... Il y en a beaucoup, il y en a une qui vraiment m'avait impressionné, c'était lorsque Beckenbauer est arrivé à l'OM. C'est dans les conditions qu'il est arrivé à Marseille. Et donc, nous, on s'entraînait, on avait pris l'habitude, puisqu'on n'avait pas de stade officiel, la commanderie n'était pas construite, donc on s'entraînait la veille, il n'avait plu, donc on arrive au stade pour jouer. Puis le gardien, il dit non, moi je ne vois pas, vous ne rentrez pas sur ma pelouse. Et Beckenbauer, il demande au traducteur, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit ben l'autre, il n'ouvre pas la pelouse, il ne veut pas que vous vous entraîniez. Donc on a repris nos sacs, on est rentré, il ne savait plus. Il a dit mais où je suis tombé? Et le joueur le plus drôle avec qui vous ayez joué? Le plus drôle, je crois que c'est Mendy, Roger Mendy à Toulon, avec qui je faisais chambre, qui était vraiment un bouton de train. Et le joueur le plus fort? Le plus fort, j'en ai vu beaucoup. C'est difficile de dire le plus fort, mais bon, je vais en citer certains. Jean-Pierre était un phénomène, Canto était un phénomène. Jean-Pierre Papin était un phénomène, Cantona était un phénomène, Stojkovic était un phénomène, Waddle, Pelé, Valdo au Paris Saint-Germain était un grand joueur. Et j'ai joué avec un très très bon joueur qui a été très peu médiatisé, c'est Drago Vabek, qui jouait à Brest, un joueur extraordinaire. Et vous avez joué à l'OM de 1990 à 1991, c'était la période Bernard Tapie. Vous en retenez quelle expérience? Disons que Bernard était très exigeant, mais bon, il faut dire que Bernard nous mettait dans les conditions pour tout gagner, quoi. Et il nous donnait ce qu'il fallait, donc à nous de le rendre. Et il avait raison d'être exigeant. Quand on vous donne le meilleur salaire du championnat, quand on vous met dans les meilleures conditions pour aller tout chercher, il faut aller tout chercher. Autrement, il ne faut pas jouer à Marseille, il ne faut pas dire... Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent maintenant, oh là là, la pression. Mais alors, il ne faut pas signer avant. Pas signer, il ne faut pas venir prendre le salaire, venir prendre la prime à la signature. Et oui, mais on le sait avant ça. Alors soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Après, il ne faut pas se plaindre. Ou alors, il faut rester dans son petit club. Vous allez rester le meilleur, pour ne pas dénigrer, le meilleur de Dijon, le meilleur de ces clubs-là, qui sont des bons clubs, de très très bons clubs. C'est vrai qu'il y a moins de pression. Mais si on veut grandir, il faut jouer dans des clubs comme ça. Il n'y a pas de secret. Et vous comptez 13... Vas-y, là. Et le joueur le plus méchant, on a reçu Eric Dimeco, qui a la réputation pour être un joueur méchant, on l'a reçu sur notre plateau. Et lui, il nous disait que, justement, Carlos Moser, lui, était un vrai méchant. Oui, Carlos, c'est un vrai méchant. C'était un joueur très, très raide. Moi, je lui ai vu faire une chose en entraînement. Avec Chris Waddle, on faisait attaque-défense. Et donc, Carlos passe, et Chris arrive, il lui fait 3 passements de jambes. Carlos est déséquilibré, il tombe sur le cul à la renverse. Chris s'assoit sur le ballon, il le regarde et il va, il marque. Carlos est venu, il était rouge comme une pivoine. Donc il nous a regardé, il nous a dit prochaine fois Chris, vous poussez. Puis on s'est poussé. Donc Chris il revient avec le ballon, il a fait 2 passements de jambes, il a mis la jambe là. Il a mis les crampons dans le thorax. Chris est tombé dans la jambière. Il a dit lui fou. Il a dit la prochaine fois que tu me fais ça, je te casse la jambe. Il est parti, il a plus dit le mot. Et vous comptez 13 sélections en équipe de France. Est-ce qu'il y a un match en particulier que vous gardez en tête? Il y a 2 matchs que je garde en tête. Je garde en tête le match, la première
quand Platini me resélectionne, c'est-à-dire on va en Suède, la Suède est invaincue depuis le temps, il refait un groupe et on va gagner 4-2 en Suède dans des conditions dantesques, il a plu, il a fait de la grêle, il a neigé. Et après, le gros match référent, c'est quand on reçoit l'Allemagne à Montpellier, qui est championne du monde derrière, qu'on les bat 3-1. Merci beaucoup Bernard Pardoe d'être venu sur notre plateau cet après-midi. Et je crois que ce soir, vous allez au gala de l'OM, c'est bien ça? Oui, c'est le gala de l'Olympique de Marseille, avec une vente de maillots pour des œuvres caritatives. D'accord, et donc il y aura beaucoup de il y a tous les joueurs actuels, il y a une table d'anciens joueurs, je crois qu'il y a les sponsors, et tout le staff de l'OM. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. De rien, Bernard Pardoe. Merci beaucoup, merci Léo. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, La Mondialette, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.